Bonjour tout le monde et bienvenue. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une révision super structurée du premier thème de géographie pour le baccalauréat. L'accès aux ressources pour produire, consommer, se loger et se déplacer. Un vaste programme. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de bétonner nos connaissances pour l'examen. On va décortiquer les concepts clés et analyser des exemples précis tirés du programme, le tout avec une logique implacable. C'est parti. Alors, la grande question, la fameuse problématique exigée par le programme officiel, la voici. Comment concilier les besoins mondiaux en ressources avec notre environnement ? Parce que oui, avec une démographie qui explose et une urbanisation galopante, on fait face à un défi monumental. Comment répondre aux besoins de l'humanité tout entière sans détruire la planète au passage ? C'est une question de disponibilité des ressources, de qualité, mais surtout de responsabilité. Gardons bien cette question en tête, ça va être le fil rouge de toute notre explication. Pour maîtriser tout ça, on va utiliser la méthode de l'entonnoir spatial. D'abord, on regardera la pression mondiale sur les ressources. Ensuite, les solutions à l'échelle internationale. Puis, on fera un zoom sur l'aménagement territorial local, avant de terminer, tout en bas de l'entonnoir, sur la consommation et la production alternative au quotidien. On commence donc avec la section 1, pression sur les ressources et nos défis démographiques et économiques mondiaux. Bon, regardons ça de plus près. L'explosion de nos besoins à l'échelle mondiale est juste ahurissante. On est passé de 3,7 milliards d'habitants sur Terre en 1970 à des projections autour de 8,2 milliards pour 2030. Mais attention, le vrai problème, ce n'est pas seulement le nombre de personnes, c'est surtout ce que chaque personne consomme. Nos besoins énergétiques s'envolent littéralement. On passe d'une demande globale de 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole à plus de 15 milliards. C'est une pression absolument sans précédent. Et c'est là que ça coince, vraiment. S'il y a une statistique à graver dans sa mémoire pour le jour de l'épreuve, c'est celle-là. Notre modèle actuel repose à 84% sur les énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, le gaz naturel. Seulement 12% proviennent de sources renouvelables. Évidemment, puiser massivement dans des ressources qui ne se renouvellent pas, ça les épuise très vite, et en plus ça fait exploser le compteur du changement climatique. On est face à une crise de durabilité qui est très sévère. La conséquence directe de toute cette pression, c'est ce qu'on appelle les conflits d'usage. C'est un mot-clé incontournable pour le bac. En gros, un conflit d'usage, ça survient quand plusieurs acteurs se disputent l'accès ou l'utilisation d'une même ressource qui devient de plus en plus limitée, que ce soit en quantité ou en qualité. C'est vraiment la base pour comprendre les tensions spatiales et sociales en géographie. Pour rendre tout ça un peu plus concret sur sa copie, voici deux excellents exemples officiels. D'abord, à l'international, avec la situation à Karachi, au Pakistan. Là-bas, l'accès à l'eau potable est carrément devenu un enjeu de sécurité contrôlé par des mafias locales. Et à l'échelle nationale, chez nous en France, on a de vraies tensions en montagne. Les stations de ski ont besoin de pomper des quantités d'eau astronomiques pour faire tourner leurs canons à neige, ce qui rentre en concurrence directe avec les besoins vitaux des agriculteurs locaux. La ressource est la même pour tout le monde, mais les usages s'affrontent. Allez, on passe à la section 2, les solutions mondiales. On va parler des accords et des grands objectifs internationaux. S'il n'y a qu'une seule définition à connaître par cœur pour cet examen, c'est celle-là, le développement durable. C'est un concept qui a été officialisé en 1987 par le fameux rapport Brundtland et c'est le socle de toute la politique environnementale moderne. L'idée fondatrice est super éthique. Il s'agit d'un développement qui satisfait nos besoins actuels, mais sans sacrifier la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En fait, c'est la recherche du point d'équilibre parfait entre l'économie, le social et l'environnement. Et pour que ce concept devienne réalité, l'ONU a découpé cette tâche monumentale en 17 objectifs de développement durable, les fameux ODD, à atteindre pour 2030. Ce graphique l'illustre brillamment. De l'éradication de la pauvreté au développement d'énergie propre, en passant par la création de villes durables, on voit tout de suite que tout est interconnecté. Impossible de régler la crise climatique sans s'attaquer en même temps aux inégalités sociales ou à nos modes de consommation. C'est un immense puzzle. Évidemment, l'ONU ne va pas y arriver toute seule. Il faut que toute une série d'acteurs se coordonnent à différentes échelles. Regardons ce tableau. Tout en haut, à l'échelle internationale, on a des événements comme la COP21 qui donnent l'impulsion. Ensuite, au niveau national, l'État valide les engagements et finance les plans. Un cran plus bas, les collectivités territoriales appliquent tout ça sur le terrain. Et enfin, à l'échelle civile, il y a les ONG comme Greenpeace et bien sûr les citoyens. Par les votes ou les achats, on fait pression pour que les choses bougent enfin. On descend d'un cran dans notre entonnoir. Section 3. L'aménagement territorial local, avec un focus sur les actions des collectivités territoriales. Juste avant de continuer, il faut clarifier un terme essentiel en géographie et en éducation civique, la collectivité territoriale. Que l'on parle d'une commune, d'un département ou d'une région, c'est en fait une division administrative gérée par des élus locaux. L'État leur a transféré des pouvoirs précis, et c'est crucial car ce sont eux qui ont les manettes pour aménager concrètement l'espace où l'on vit tous les jours afin de le rendre plus durable.
Et sur le terrain, ça se traduit par des initiatives concrètes. Le point crucial ici s'illustre parfaitement avec le plan piéton lancé par la métropole de Brest en 2018. C'est l'exemple idéal d'une collectivité qui repense totalement la ville pour favoriser les mobilités douces. Au lieu d'aménager l'espace autour de la sacro-sainte voiture individuelle, on réorganise tout pour inciter à la marche. Résultat, on fait chuter les émissions de carbone et on améliore direct le cadre de vie. Un autre grand classique de l'aménagement local, c'est l'éco-quartier. Et là, attention au piège le jour du bac. Un éco-quartier, ce n'est pas uniquement planter des arbres et mettre des panneaux solaires. S'il y a bien une réduction de l'énergie et plus d'espace vert, la mixité sociale est un pilier tout aussi obligatoire. Un quartier durable, ça ne peut pas être une bulle réservée à une élite financière. Il faut que tout le monde puisse y vivre. On arrive tout en bas de notre entonnoir. Section 4. Consommation et production alternative, ou comment réinventer nos modes de vie au quotidien. Ce qui est vraiment intéressant sur cette diapositive, c'est de voir comment notre vision des déchets est en train de muter. Historiquement, le recyclage, ça impliquait souvent de détruire la matière, avec une perte de qualité à la clé, le fameux downcycling. Mais la vraie tendance actuelle, c'est l'upcycling, le surcyclage. Le principe, on récupère un vieil objet pour lui donner une nouvelle vie, mais en augmentant sa valeur et sa qualité globale. C'est créatif, c'est éthique, et surtout c'est vite de produire du neuf. Et au-delà de nos poubelles, c'est aussi notre façon de manger et de nous déplacer qui évolue, souvent poussée par les citoyens eux-mêmes. Les circuits courts, par exemple, ça permet de couper les intermédiaires et de réduire les kilomètres parcourus par la nourriture. Les fermes urbaines ou les AMAP, ça reconnecte les habitants avec les producteurs du coin. Sans oublier le covoiturage, qui optimise enfin l'usage des voitures existantes. Ce sont de vraies solutions tangibles du quotidien. Allez, c'est le moment de faire marcher la mémorisation active, une technique redoutable juste avant l'examen. Voici 2 petites questions rapides tirées des exigences du programme. Premièrement, est-ce que les écoquartiers ont pour seul et unique but l'écologie? Et deuxièmement, un moyen de transport comme le tramway, est-ce vraiment considéré comme durable? On y réfléchit une petite seconde. Et voici les réponses pour bien verrouiller nos connaissances. Pour la première question, c'est faux. Comme on l'a vu, l'aspect social et la mixité, c'est totalement indissociable de l'aspect écologique dans un écoquartier. Pour la seconde, c'est vrai, absolument. Le tramway, tout comme la marche ou le vélo, est une mobilité douce. Ça déplace beaucoup de monde en réduisant drastiquement l'empreinte carbone individuelle, et c'est aussi vrai que les circuits courts visent bel et bien à supprimer les intermédiaires. Pour boucler cette révision, prenons juste un peu de hauteur. Derrière toutes ces définitions, tous ces acteurs locaux ou mondiaux, et toutes ces statistiques de croissance, il y a en fait une interrogation profondément morale. Le développement durable, ce n'est pas qu'une question technique, c'est un vrai choix de valeur. Piller nos ressources aujourd'hui au détriment des générations de demain, ça pose un immense problème. La vraie réflexion à garder en tête, bien au-delà de la salle d'examen, c'est celle-ci. Quel héritage allons-nous laisser? Et surtout, quel modèle de société voulons-nous vraiment construire? Un grand merci d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout et plein de courage pour les révisions.